Merci beaucoup d'être parmi nous pour parler de diversité et d'inclusion dans le monde de l'art et dans le monde de la culture. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir 4 panélistes, chacun dans son champ d'expertise et qui vont pouvoir nous aider à mieux comprendre comment faire évoluer l'idée de l'inclusion dans le monde de l'art et dans la culture en général. Germaine, qui est une artiste multidisciplinaire. C'est vraiment la marraine de cet événement et nous sommes très heureux de la compter parmi nous. Elle a une grande expérience dans le monde artistique et culturel et elle est donc une artiste, comme j'ai dit, multidisciplinaire, mais qui est vraiment focalisée sur le sous-vert. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de son expérience et elle va nous dire un peu plus comment introduire plus d'inclusion dans le milieu culturel et dans le milieu de l'art. Elle a fondé en 1999 un centre culturel multidisciplinaire ouvert à tous les artistes et à toute pratique artistique avec vraiment cette idée d'échanger avec tout le monde. Et cet atelier s'appelle Faire et Vert. Et pendant très longtemps, elle a accueilli en son sein les vendredis slam, qui sont donc le rendez-vous de tous les slammeurs poètes et qui ont pu s'exprimer grâce à cet atelier. Aujourd'hui, elle a vraiment voulu participer, faire partie intégrante de l'inclusion et de la diversité et proposer son propre portrait avec ses propres mots de poète et de slameuse en quelque sorte. Quelque chose à vous dire. Ben, on dirait que qu'on m'écoute un peu, ça me fait plaisir, merci. Alors, je vais me présenter à vous. Apprentie en art, je suis pas sans phare. Je suis une femme qui est artiste. Je ne suis pas une artiste. Je suis un être debout, mais je crée des rêves surtout. Nous sommes tous, nous sommes unis, nous sommes un, nous sommes les passeurs de lumière. Nous sommes les passeurs de grâce. Nous sommes les passeurs d'émotions. Nous sommes ceux qui mettent sur les chansons un air. Nous sommes ceux qui dansent sur cette terre. Nous sommes ceux qui peignent sur des murs. Ceux qui partagent sur des murs numériques. Ceux qui comptent des histoires sur la toile. Ceux dont la toile déborde le châssis. Nous sommes ceux qui sculptent la glace éphémère. Nous sommes ceux qui parfois lui préfèrent la pierre. Nous sommes ceux qui font de la parole leur lit, ceux qui chassent l'oubli. Nous sommes les capteurs de l'éphémère, du renouvelé. Par la grâce de l'Éternel, nous embellissons l'existence par notre savoir-faire. Notre inspiration est à degré fugace, enchante, mais parfois agace. Merci. Ce serait d'abord pour me réjouir d'être le seul homme parmi ces charmantes dames, en espérant que je ne me ferai pas étriper, mais je pense qu'elles n'en ont pas le cœur, n'est-ce pas? Je suis très très honoré d'être avec elles et dans ce panel pour parler de choses qui me semblent très importantes, surtout par les temps qui courent. La seule chose que j'ajouterai, c'est qu'étant universitaire et chercheur, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à une définition que je donne de l'art qui signifie ceci. L'art, c'est la vie. On fait de l'art sans le savoir. Comme dirait l'autre, je crois que c'est Molière. Donc, on ne peut pas passer à côté de l'art sans être interpellé par l'art sous toutes ses formes. Je pense qu'on reviendra là-dessus. En tout cas, merci pour cette présentation. Makeïta, vous êtes sénégalaise, artiste, femme africaine. Vous êtes instrumentiste, notamment la guitare basse. Vous avez commencé votre carrière très tôt, puisque vous êtes professionnalisée à l'âge de 18 ans.
mais vous connaissiez déjà un parcours artistique et culturel au sein de votre famille qui est assez active. Donc on peut dire que vous avez commencé vraiment encore plus jeune que l'âge de 18 ans. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose pour parfaire un peu cette introduction que vous avez voulu brève, mais qui est assez... Alors, quand je parlais d'inclusion, parce que nous sommes vraiment dans le mois de juin, où on doit de plus en plus parler d'inclusion et de parler du rôle de chaque femme ou bien de chaque personne portant un genre dans son milieu, qu'on ne soit pas seulement des personnes différentes qui évoluent dans des milieux complexes, mais qui procurent de la qualité dans ces milieux-là. Merci beaucoup. Comme elle vous a dit, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et avant ça, j'ai travaillé pendant de longues années, presque 20 ans, dans le domaine de la promotion, des activités culturelles, des activités artisanales surtout. Voilà, au sein d'une structure où j'occupais la fonction de responsable de promotion et communication. Voilà, donc j'ai accompagné pendant de longues années, disons 20 ans au Sénégal et puis 10 ans au Canada. J'accompagne pendant de longues années des entrepreneurs, surtout des femmes, dans le développement de leur activité. Et tout le monde sait que l'entrepreneuriat, c'est l'action de mener une activité et puis de mener à bien un projet. Ce qui veut dire, même le créateur, c'est un entrepreneur. Donc le but principal, c'est de générer des revenus et de se faire connaître et de vivre de son métier. Donc je pense qu'on aura l'occasion de rentrer plus en détail dans ce thème et puis de voir que l'inclusion aussi rentre dans ce débat parce que les femmes aujourd'hui sont très très minoritaires dans le secteur de l'entrepreneuriat et souvent ils rencontrent beaucoup de difficultés, beaucoup pour vraiment asseoir leur entreprise de bout en bout, rendre l'entreprise efficace et rentable. Donc je pense que c'est déjà une introduction. On fera le tour encore. Merci. Questions qui vont tourner donc autour du tabou. Je pense que les tabous sont importants à discuter car ils nous permettent justement finalement de débloquer certaines situations et de trouver des améliorations pour continuer sur le chemin sur lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de l'art et la culture et je m'adresse à Madame Anta Germaine, donc un personnage, une doyenne, une femme africaine qui a évolué donc plus précisément au Sénégal. Qui a un parcours donc très éclectique et qui est vraiment la définition finalement de la diversité dans l'art, puisqu'elle accueille toute forme artistique dans son atelier, mais aussi elle-même mêle des thèmes comme la spiritualité. C'est quelqu'un de très spirituel et qui veut même toucher et qui touche à la thérapie à travers son art. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est quelles sont pour vous, à travers votre expérience d'artiste, à travers votre expérience de faiseuse d'événements culturels, tout ce que vous avez déjà eu à voir, à échanger avec d'autres acteurs culturels, d'autres artistes, qu'est-ce qui pour vous entrave encore aujourd'hui en 2024 l'inclusion dans l'art et la culture? Comment pouvons-nous y remédier ou améliorer cette inclusion selon vous? Et avez-vous peut-être une anecdote sur laquelle on peut se reposer, pouvoir un peu personnifier et comprendre mieux cette réponse? Comme j'ai dit, on va partir du terreau de l'art. L'art qui est une expression plurielle et pour parler des choses, pour faire vivre les choses. Et l'art révèle la beauté cachée des choses. En faisant fi des stéréotypes
et des préjugés. Et parle surtout au cœur, et l'art est créateur d'émotions. Lorsque vous ne ressentez rien, bon ben, il n'y a pas de raison, de parler d'art. Et donc, il est important pour moi, peut-être, de revisiter un peu les activités que j'ai menées pendant plusieurs années. Je suis venue à l'art par effraction, car j'ai d'abord commencé par une carrière littéraire, mais j'ai eu conscience que j'étais une artiste, et c'est ainsi que bien longtemps après, je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts sur concours, et que j'ai pu apprendre les techniques et rudiments qui me permettent de m'exprimer aujourd'hui. En 1999, j'ai créé l'atelier Fer et Vert. L'atelier Fer et Vert, comme son nom l'indique, peut-être ça peut être une direction. Mon travail commençait par le verre qui reflétait les choses que je voulais faire passer, les couleurs, les volumes et tout, et le fer antinomique lié au verre et qui créait des œuvres fortes et fragiles à la fois. De préjugés. Pour qu'il y ait inclusion, il ne faut pas avoir de stéréotypes, il ne faut pas avoir de préjugés. Or, c'est une chose très réelle dans notre société. Nous avons des façons de voir et de faire que nous répétons à l'infini, et nous attendons ces façons de faire de la part des gens que nous rencontrons ou avec lesquels nous vivons. Et personne n'y trouve son compte. Ni nous qui reproduisons ces choses qui ne nous parlent pas, ni ceux avec lesquels nous les vivons et à qui on les destine. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc l'art, c'est c'est l'ouverture de toutes les possibilités. Donc les préjugés que j'ai eu donc à rencontrer dans ma carrière d'abord, c'était le fait de vouloir être une artiste alors que j'avais la possibilité d'être autre chose, de plus conventionnel, de plus attendu. J'aurais pu être une enseignante en littérature. J'étais programmée pour être une enseignante en littérature. Et donc le regard du monde sur moi était contrarié. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Et quoi? Et pourquoi? Ce n'est pas parce que on a des aptitudes artistiques qu'on doit être un artiste. C'est comme si on devait être juste un artiste en dernier recours. Ensuite, lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que le manque de préjugés devait se refléter dans notre pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériaux nobles, qu'il n'y a pas de matériaux bas de gamme, qu'il n'y a pas de matériaux de rebut, mais qu'il faut faire cohabiter avec grâce, avec intelligence, les matériaux différents pour obtenir pour obtenir un rendu qui parle au cœur, qui crée l'émotion. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est les préjugés, c'est également le manque de résilience qui font que lorsqu'on ne peut pas faire ce qu'on comptait faire, on se décourage. C'est justement les choses qu'il faut combattre lorsqu'on a la prétention de créer. C'est comme lorsqu'on fréquente des gens, lorsqu'ils sont différents de nous, lorsqu'ils n'agissent pas comme nous, tout de suite, il y a un mur qui se dresse entre eux et nous. Ce qu'il nous faut faire, c'est briser la vitre, renverser les murs et ensemble créer quelque chose de nouveau qui chasse l'ennui et donc qui permette de vivre. Je vais passer... Allez, on va faire une petite... Je vais passer au professeur Cassé, qui est juste à côté de moi. Et je vais lui poser la question aussi du tabou dans l'art et la culture, selon son propre champ d'expertise, à savoir donc l'enseignement.
le haut professorat et avec son parcours atypique, donc ce parallèle qu'il a avec le monde de l'art, les artistes, il est capable donc de comprendre et de créer un pont entre ces deux mondes qui paraissent assez différents. Parcours très académique, mais amoureux de l'art, faiseur effectivement d'événements, vous encouragez les artistes. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez un pont possible entre un parcours très académique, l'éducation, l'école, et un aspect plus autodidacte, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui sont autodidactes et qui ne passent pas par un cursus scolaire, qui ont une autre façon d'échanger, une autre façon d'apprendre. Comment est-ce qu'on arrive à lier ces deux ponts-là, vous qui avez rencontré tout ce monde des deux côtés? Merci beaucoup. Être interpellé par le thème qui m'a été proposé en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, en tant que critique. Et la réponse à la question du tabou, c'est que l'artiste qui est dans sa créativité et sa création est quelqu'un qui a déjà brisé les tabous. Puisque dans nos sociétés, jusqu'à il y a très peu encore, il n'était pas de bon ton d'être un artiste. Quand on dit de quelqu'un c'est un artiste, c'est comme si c'était quelque chose de péjoratif. Alors que comme j'ai dit tout à l'heure, après la présentation, je crois que l'art est la vie. Et un thème comme celui-là, il est riche à la fois pour l'observateur et pour le critique. Notre rôle à nous, c'est de servir de pont, d'être des sortes de passeurs entre les artistes et leur public, en faisant l'exégèse de la création, en essayant d'expliquer qu'est-ce qui peut faire bouger quelqu'un qui est de chez nous, qui est parmi nous, à être au-dessus de nous et à nous prêter ses yeux pour voir le monde. Pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui nous prête ses yeux pour voir le monde. Et donc, le thème qui est proposé, diversité et inclusion, si on les met ensemble, devient un thème interpellatif. Comment peut-on comprendre la diversité et l'inclusion, surtout pour un domaine aussi riche que le domaine de l'art, de manière générale? Je dirais deuxièmement qu'il y a déjà une diversité dans les différents secteurs de l'art. Il est de bon ton de dire aujourd'hui qu'il y a 9 types d'art. Le premier, c'est l'architecture. Le second, c'est la sculpture. Le troisième, c'est les arts visuels, y compris le dessin et la peinture. Le quatrième, c'est la musique. Et je suis heureux d'être avec une excellente bassiste que j'ai eu l'occasion et l'honneur d'entendre. Le cinquième, c'est la littérature et la poésie. Le sixième, c'est les arts de la scène, le théâtre, la danse, le mime et le cirque. Le septième, qui me plaît davantage, puisque c'est le cinéma qu'on appelle le 7e art. Le 8e, c'est les arts médiatiques, la télévision, la radio, la photographie. Et enfin, le 9e art, c'est la bande dessinée. C'est autant de compétences qui s'expriment à travers la créativité de ceux qui sont inspirés par ces différents secteurs. Et donc, je crois que la diversité qu'on trouve dans les différents secteurs de l'art n'a de sens que par rapport à l'objet de l'art. C'est-à-dire, l'objet de l'art, à mon avis, c'est de transmettre des messages, de fixer le temps et d'être mémoriel. Je prends comme exemple, je viens d'une grande exposition d'un grand artiste plasticien, Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor. Et le Musée de l'Homme, pour la première fois, a laissé l'Afrique elle-même se présenter à travers ce qu'on appelle l'art rupestre. Un art qui remonte à des millions d'années et qui nous renseigne à suffisance sur la manière dont les premiers hommes voyaient l'humanité et exprimaient leur être là au monde. L'art est par essence
quelque chose d'inclusif. En tout cas, c'est le propos, c'est l'objet que se fixe l'art. Des émotions qu'il suscite, des sentiments qu'il provoque, de l'esthétique qui le sous-tend et qu'il faut apprécier, parlant à l'affect, à l'esprit, et des fonctions qui sont les fonctions de l'art, des fonctions qui suscitent à la fois réflexion et prise de position. Quand j'entends un slammer qui décline à suffisance des vers, des propos, mais qui me ramène en écho des interrogations qui étaient les miennes, je me dis quel talent. Quand j'entends une note de basse qui fait vibrer mon cœur de par la virtuosité de la bassiste puisqu'elle est là, je me dis waouh, mais comment une corde de basse peut faire vibrer un cœur? Comment une corde de basse peut servir de pont entre un état qui est peut-être un état désespéré, un état de non-bien-être, à un état de plénitude et à un état évidemment qui nous donne de la satisfaction. L'art est par essence aussi inclusif et porteur d'inclusion, d'interpénétration, d'intermédialité et d'intertextualité. Il suffit de se reporter à des films comme ceux de Sembène pour se rendre compte comment l'art entre dans le cinéma, comment l'art entre également dans la manière de déclamer, dans la manière de dire et de provoquer également là aussi des réflexions. Et le discours dont il est porteur, c'est-à-dire que les arts se conjuguent dans leur diversité, ils sont donc à la fois inclusifs par rapport à une autre fonction d'interpellation de la conscience humaine par rapport aux questions essentielles de tous les temps. C'est l'art qui nous permet de nous situer dans le temps du monde. Et je dirais également que l'art n'a pas de caractère synchronique, c'est-à-dire du temps, et diachronique, c'est-à-dire de l'espace. Il conjugue tous les temps, toutes les époques, et le prospectif d'une humanité dont il faut questionner les fondements d'inclusion ou les fondements d'exclusion. Si l'artiste n'est pas compris, il est rejeté par la société. Mais si l'artiste est compris, son action devient inclusive d'une pensée qui doit rassembler des humanités qui sont par ailleurs dispersées. Et la diversité de l'art le permet. L'art permet également de combattre les préjugés. Et le succès de l'entreprise réside dans le processus de socialisation, d'éducation et in fine d'humanisation de l'individu. Donc, ce processus crée un homme nouveau, un citoyen d'un monde qui est en perpétuelle mutation. Mais c'est l'art qui nous permet de fixer les grands moments de ce monde. Je pense notamment, et je le disais à Khalidou Kassé ce matin, que quand on regarde la toile de Picasso, Guernica, 1936, qui fait la promotion de la paix en anticipant la Seconde Guerre mondiale, qui a connu quand même, qui a occasionné à l'humanité des sacrifices extraordinaires. Donc, l'art est cosmopolite et diversifié dans l'ensemble de ses cultures et des traditions. Pour tout dire, l'art est ce qu'on appelle dans le Muntu et le Ubuntu, je suis toi parce que je suis, et tu es parce que je suis là. Donc l'inclusivité de l'art, l'inclusion de l'art nous permet de nous réfléchir en mémoire sur l'autre, parce que il est de par ses fonctions comme cela. Et donc, si l'art est trait d'union d'essence humaine dans ses origines et ses développements, c'est tout simplement parce que l'homme est culture. Mais parce qu'on n'a pas compris que l'homme est culture, il y a le tabou qui existe. Quand on dit d'un artiste, oh, c'est un artiste, de manière presque péjorative, en le confinant dans des tréfonds, alors qu'il a un message à porter, il a un message à transmettre, et il est à la fois ce messager, et ce n'est pas pour rien que les artistes, en tout cas ceux que je connais le plus, ont comme référence
Prométhée, celui qui dans la légende n'est pas seulement celui qui a volé le feu pour le donner aux humains, mais Prométhée est un créateur. Et dans le monologue de Prométhée d'un grand philosophe et penseur allemand, Goethe, Prométhée dit « Je suis plus que les dieux, puisque je suis capable de créer des êtres à mon image. » Mais l'art nous permet également de nous situer dans un monde où nous nous reconnaissons en tant qu'humains, et c'est pour ça que l'art est capable de briser toute forme de tabou. Je vous remercie de votre attention. Et donc développer de manière naturelle cette inclusion et les inviter à cela, à cette pensée-là. Qu'est-ce qui manque à l'éducation aujourd'hui? Qu'est-ce qui entrave encore l'éducation de faire ce partage et ce lien fort avec l'art, qui est, comme vous avez dit, pris encore malheureusement pour quelque chose d'assez péjoratif? Je pense que l'inspecteur général de l'éducation nationale, je me suis évertué avec mes collègues à créer un pont dans les différents systèmes de notre système éducatif. Je m'excuse de la redondance. C'est pour dire simplement que le fait, et je parle sous l'autorité de Anta Germaine Gaye, qu'il y ait l'école des arts qui est un enseignement de l'art dans les établissements, si je ne me trompe pas, on devrait pouvoir poursuivre cet exercice et créer les conditions de détecter très tôt chez les jeunes des talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Au lieu de les refréner, il faut plutôt les encourager. Et l'avantage que certaines sociétés ont par rapport à nous de l'Afrique, vous allez dans un milieu allemand, il est fort probable que vous trouviez un instrument de musique. Ça peut être une trompette, ça peut être un saxophone, ça peut être un piano. Ça veut dire qu'on cultive chez l'enfant déjà cet amour de la musique qui fait quand même partie des domaines de l'art. Et on cultive, on promeut, on essaie d'accélérer une sensibilité qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est ça l'éducation. C'est-à-dire permettre à l'enfant de pouvoir apprécier quelque chose qui est beau, une esthétique particulière, dont il faut lui donner les clés pour comprendre que plus tard, peut-être que ces compétences qui se sont déjà révélées peuvent être promues, peuvent être encouragées pour que l'enfant se sente un artiste dans l'âme. Vous avez des enfants qui savent dessiner, vous avez des enfants qui savent chanter, vous avez des enfants qui ont des compétences telles que il suffit de les aider dans le système éducatif en accompagnant quelque chose qui est déjà dans la socialisation à partir de la famille pour que l'enfant grandisse avec cela. Il peut faire autre chose, mais dans le même temps, il peut aussi être un artiste. Moi, j'ai vu des médecins dont la compétence n'est plus à démontrer, l'importance dans la vie sociale non plus, mais qui sont de très grands artistes. J'ai vu quelqu'un dont je peux citer le nom d'ailleurs, le professeur Sakhir Thiam, qui est un artiste dans l'âme, mathématicien, linguiste, spécialiste en économie. Mais quand j'ai découvert les tableaux qu'il a peints, quand j'ai vu les pièces de musique, la poésie qu'il a chantée et qui ont accompagné d'ailleurs ces différents secteurs-là, ont accompagné de grands orchestres comme le Khalam. On part du mathématicien, on part de l'économiste et on va vers l'artiste. Et donc il y a une conjugaison harmonieuse de différentes compétences qui trouvent une expression parfaite dans l'art et dans la communication de l'art. Magaye, tu viens juste de parler de la politique de l'école normale supérieure d'éducation artistique dont je suis sortie en 83. Cette école, qui est un démembrement de l'école des beaux-arts, forme des enseignants en art, non pas des artistes, mais des enseignants qui dotent les enfants de moyens de s'exprimer, de moyens également de prendre pleine possession de leur sens, des moyens d'analyser ce qui les entoure. Et c'est ainsi que dans la plupart des lycées et collèges, vous avez ce cours d'éducation artistique
Il est vrai que le crédit horaire n'est pas abondant, c'est 1 heure par classe et par semaine. Et donc, il y a ce cours de musique qui est dispensé par des professeurs d'éducation musicale qui ont fait 4 années d'études après le bac. Ce cours de dessin, si on peut dire, parce que c'est très réducteur de dire dessin, mais ce cours d'éducation artistique, c'est le bac également, et 4 années après le bac. Cette école d'ailleurs où je suis allée, non pas moi après le bac, mais après la maîtrise en lettres. Et donc, vous avez des artistes reconnus, connus aujourd'hui, mais qui sont des produits de cette école, qui ne se sont pas contentés d'apprendre comment on apprend, mais qui ont aussi usé de ces connaissances-là pour oser s'exprimer. Et nous avons également dans cette formation une analyse d'image qui fait que les choses que l'on voit, on enseigne comment les appréhender, rapport aux formes, aux couleurs, au volume, à leur fonctionnement dans l'espace, quel rapport avoir avec les matériaux de notre environnement et sans préjugés, parce qu'il y avait surtout, nous sommes vraiment les promoteurs et également les précurseurs de cette démarche artistique, mais tout simplement parce que le matériel fait défaut, surtout lorsqu'on se retrouve dans des régions déshéritées. Les moyens financiers font défaut parce que les parents se battent dur pour assurer le minimum de matériel de travail qui est parfois quelque part juste un bic et un cahier. Et donc nous avons réinvesti les matériaux de l'environnement, les matériaux mis au rebut. Nous avons détourné des matériaux de leur fonction première pour pouvoir s'exprimer. Et je peux vous dire que le cours d'éducation artistique est quelque chose de vivant. Il n'est pas généralisé partout parce qu'il y a des problèmes de classe, il y a des problèmes d'horaire, mais c'est une réalité. Ben oui, c'est-à-dire que c'est pour cela qu'il faut faire un grand plaidoyer pour que ces manquements-là qu'on observe et cette non-dissémination de ces possibilités-là, que ce plaidoyer soit fait pour que vraiment on puisse davantage mettre l'accent sur les compétences qu'on peut découvrir à travers les connaissances, à travers le savoir-faire des enseignants, pour que l'éducation artistique soit quelque chose de beaucoup plus étendu. C'est un peu ça le problème. Ben, je vais juste l'école. Parce que si on suit le programme canadien, par exemple, moi, c'est un fait que j'ai vécu avec ma fille. J'étais là-bas à l'âge de 12 ans, elle faisait la 5e. Déjà, dès l'ouverture des classes, chaque élève a le droit et est obligé de choisir un instrument qu'elle va étudier pendant toute l'année. Toute l'année. Et on vous donne après le matériel que vous amenez chez vous pour vous entraîner pendant vos heures libres. Et puis, chaque semaine, vous avez 2 cours, genre de 15h à 17h, 2 heures de temps ou 4 heures par semaine pour vous parfaire. Et à la fin de l'année, vous présentez vous présentez comme un spectacle. Ma fille, par exemple, elle avait pris d'abord la trompette. Donc, elle s'est rendue compte que ce n'était pas facile de souffler même, parce qu'elle n'avait pas d'expérience. C'était très dur pour elle même de sortir un son. Au début, on a dit patience, patience. Je dis non, maman, ça vraiment. Après ça, elle est partie prendre le bassiste. Donc là, elle a travaillé dessus pendant toute une année et ça donnait vraiment de bons résultats. Aujourd'hui, après vous êtes revenu au Sénégal, elle n'a pas poursuivi. Parce que cet art n'est pas introduit dans nos écoles. Non. Nous, tout ce qu'on a, c'est l'art peut-être visuel, le dessin, les trucs qu'on a, la peinture, à la limite. Mais vraiment l'art musical et d'autres ne sont pas du tout encouragés. Donc je pense que vous devrez vraiment, professeur, continuer à faire le plaidoyer. C'est ça. Donc vraiment encourager Keita. Tu es donc une musicienne. Le monde de la musique connaît aussi ses préjugés. Tu es une femme, tu es africaine et tu es albinos. J'imagine que ça n'a pas dû être facile d'évoluer dans ce monde-là. Est-ce que tu peux partager avec nous peut-être une anecdote ou plusieurs que tu as rencontrées peut-être sur ce chemin
ou alors juste nous dire si tu penses, quel est le point qui serait vraiment le tabou, l'entrave à l'inclusion dans le milieu de l'art et dans le domaine de la musique notamment, puisque tu es de ce domaine-là. Les premières femmes qui jouaient un instrument, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais je n'ai pas eu de frustration en particulier à cause de ces anecdotes-là. Parce que moi, quand j'ai commencé à jouer et que le bruit commençait à courir qu'à tel endroit, chaque mardi, il y a un groupe où il y a une fille, c'est une fille qui joue la basse. C'est vrai que tous les petits bassistes là, ils avaient commencé à aller voir. Parce que c'était plus la curiosité que ça attirait que les préjugés. Ils étaient plus curieux de savoir ce que cette fille-là, elle avait dans le ventre. Alors que bon, à cette période, j'étais juste une débutante, je commençais juste à jouer. Alors bon, ils avaient juste remarqué que c'était une fille et ils sont repartis se terrer dans leur coin. C'était juste ça. Et aussi, quand on me voyait dans les vidéos en train de jouer, il y a beaucoup de gens qui croyaient que je faisais semblant de jouer. Ils croyaient que je mimais les gestes des bassistes, mais que je ne jouais pas réellement. C'est après, quand on me voyait sur scène, qu'on voyait que je jouais réellement. Mais ça, c'est juste mes 2 premières années que j'ai eu ça. C'était plutôt rigolo pour moi. Parce que moi, je ne vais pas perdre de temps à faire semblant de faire quelque chose alors que je pourrais le faire réellement. C'est pour montrer que effectivement, la basse est un instrument tellement masculin que déjà qu'une femme puisse le porter, c'est pas évident, et qu'une femme malvoyante porte l'instrument aussi, c'est pas évident. Mais il faut surtout un moral d'acier. C'est parce que basse, je sais pas comment je vais le dire, basse morale moo koy jouer. Il faut que dëgër ci sa biir bopp, il faut que tu sois dur dans ta tête pour pouvoir jouer cet instrument, parce que c'est un instrument que soit tu la domines, soit elle te domine. Et voilà, bon, c'est juste ça, quoi. J'aimerais aussi parler de cette histoire d'éducation, d'inclure. Moi, je pense que si on inclut le fait que faire de l'art, c'est quelque chose de sérieux, parce que la plupart des Sénégalais, ils croient que faire de l'art, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Ils ne prennent pas ça pour un métier sérieux. Il ne faut pas juste sensibiliser les enfants, mais il faut sensibiliser tout le monde sur le fait que ce soit la musique, que ce soit la peinture, c'est quelque chose qu'il faut faire sérieusement. Moi, toutes mes copines bassistes ont commencé à l'âge de 10 ans. Je me gêne parfois de leur dire que j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Et tout, parce que eux, c'est dès le bas âge qu'on les encadre, qu'elles commencent à pratiquer l'instrument. C'est à l'école, au collège qu'ils commencent à jouer ça, à apprendre la théorie musicale. Nous, ici, c'est en 4e qu'on nous apprend les dièses et les bémols, alors que avec 1 an de pratique, tu comprends déjà les dièses et les bémols. Voilà, c'est quelque chose il faut plus inclure, il faut plus dire aux gens que la musique ou les autres arts, c'est quelque chose de sérieux, c'est aussi sérieux qu'être un docteur et tout ça, pour qu'on puisse vraiment encourager les secteurs de l'éducation à très tôt inclure l'art dans l'éducation des enfants. Merci beaucoup. Nous finissons par Madame Gay. Qui est une femme entrepreneuse. Nous savons à quel point c'est difficile déjà d'être entrepreneur et bien sûr d'être une femme entrepreneuse. L'entrepreneuriat féminin, c'est une activité génératrice de revenus. Comme je disais tout à l'heure, même tous les créateurs d'art sont des entrepreneurs. Maintenant, aujourd'hui, on voit beaucoup d'obstacles à l'entrepreneuriat féminin, surtout les femmes. Les préjugés existent, c'est sûr. D'abord, une femme, pour réussir, il faudra peut-être travailler 2 fois plus qu'un homme dans ce monde. Aujourd'hui, être 2 fois plus instruite qu'un homme pour prendre sa place.
Et ça, c'est pas évident. Souvent, maintenant, on voit des femmes masters, docteurs et tout ça, mais avant, c'était pas ça. C'était très difficile. Moi, pendant des années, j'ai encadré des femmes qui n'avaient peut-être juste pas, qui n'avaient juste que le bac. Donc après ça, ils se sont lancés dans les affaires pour survivre, pour aider leur mari ou entretenir leur famille. Donc ça, c'était des entrepreneurs, c'était les plus dévoués. Elles se réveillaient à 5 h du matin pour travailler, être dans la préparation, dans tout ce qu'il faut, hein, même les artisans aussi, et puis pour pouvoir vraiment survivre de leur art. Et c'était très difficile. Et puis maintenant, allier la vie familiale à la vie professionnelle pour une femme, c'est un autre obstacle aussi. On a aussi l'obstacle psychologique, dans le manque de confiance innée chez la femme, dans le milieu du travail. Il faut qu'une femme s'affirme réellement. Souvent, c'est beaucoup de heurts, beaucoup de problèmes entre collègues, des collègues qui ne veulent pas reconnaître ta compétence. Voilà, souvent, ça pose beaucoup de problèmes. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Et tenir des dialogues vraiment très... je veux dire, faire des dialogues souvent et s'entretenir avec la société ou le groupe pour créer une inclusion. Sinon, on n'aura jamais d'équité. Et la femme a beaucoup de problèmes pour ça. Il y a aussi un autre truc, l'environnement qui n'est pas tellement incitatif pour l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'on a des structures qui accompagnent les entrepreneurs, mais l'accès au crédit, par exemple, qui est très difficile, pas tellement évident pour les femmes, souvent qui n'ont pas de garantie. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à faire décoller leur structure. Donc, souvent, ça, c'est aussi des entraves qui les découragent même à laisser tomber. Donc, nous, vraiment, on demanderait un accompagnement plus instructif des politiques fiscales, plus légères pour les femmes. Ce n'est pas discriminatoire, mais bon, une discrimination positive. Parce que la femme, c'est la famille, hein? C'est celle qui crée la famille, qui couvre la famille, c'est la richesse. Donc c'est ça. Moi je pense qu'il y a d'autres obstacles comme socio-culturels, infrastructures, la communication et tout ça, mais bon, c'est surtout les obstacles financiers, les crédits, qui sont très difficiles aujourd'hui pour les femmes. Je vous en prie. Merci beaucoup.